Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet un peu particulier. En effet, on le voit sur les réseaux, sur Internet de façon générale, il y a tout un narratif autour de l'entrepreneuriat, autour du fait de quitter son travail, son CDI, et de partir soit faire le tour du monde en étant un digital nomade, soit d'entreprendre, et donc de changer totalement sa vie, sa façon de voir les choses. Alors certes, ça peut être très épanouissant. Ça peut être une vie dont on peut rêver. Malheureusement, pour un certain nombre d'entre nous, il y a des contraintes qui vont donc nous obliger à garder notre travail. Ça peut être des enfants, ou bien le fait de ne pas avoir de compétences réelles à vendre à un instant T en tant qu'entrepreneur ou en tant que freelance. Et cela va donc freiner toute velléité de changement de vie aussi radical que de quitter son job du jour au lendemain pour devenir entrepreneur. Moi, ce que je vais te proposer dans cette vidéo, c'est qu'on voit ensemble les moyens que tu as à ta disposition à l'heure actuelle de t'enrichir en tant que salarié. Je vois pas le fait de devenir entrepreneur et libre financièrement comme quelque chose que l'on fait du jour au lendemain ou même en un an. Pour moi, c'est un chemin assez long qui peut durer 5, 10, 15 ans, mais que tu peux déjà commencer à préparer maintenant. Et je vais te donner les clés dans cette vidéo pour préparer cette transition en douceur. Je t'invite à t'abonner si ça t'intéresse et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Alors, ce dont je vais te parler maintenant, ça peut te paraître évident. En fait, concrètement, ça l'est. Pour s'enrichir, il faut déjà, dans un premier temps, réduire ses dépenses. C'est obligatoire. La plupart des gens sont au courant de cela, ils le savent, pourtant ils ont du mal à l'implémenter dans leur quotidien. Pourquoi cela ? Eh bien c'est sûrement à cause de quelque chose que toi aussi tu ressens probablement. On a tendance à se dire que l'année prochaine, après une augmentation de salaire ou bien après un projet qui réussit, on pourra mettre plus de côté et plus épargner. Pourtant la vérité c'est que on doit commencer à le faire dès maintenant parce que quand on aura cette augmentation de salaire ou des revenus en plus, eh bien on aura de nouveau tendance à dépenser plus et on aura donc une inflation de notre mode de vie. Cette inflation du mode de vie, c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre dès maintenant parce que ça va nous donner une discipline pour plus tard qui va nous permettre d'épargner beaucoup plus et d'investir que ce qu'on aurait fait si on avait continué à dépenser au fur et à mesure que notre salaire ou notre revenu grandit. Donc l'enrichissement, finalement, c'est assez simple. On prend ce qu'on gagne chaque mois, on enlève les dépenses et c'est ce qui reste qui devient l'enrichissement. Pourtant, si toi tu épargnes chaque mois et que tu mets de côté sur un livret A pour parer à toute éventualité, eh bien il ne faut pas que cet argent il te serve à par exemple payer un voyage ou payer une prochaine voiture. Sinon, ça revient au même que de tout dépenser chaque mois. Je sais que ce principe et ce concept de réduire ses dépenses, il peut paraître évident pour beaucoup de gens, et en fait ça l'est, on est d'accord là-dessus. Pour autant, il faut bien conscientiser le fait que c'est absolument nécessaire de ne pas dépenser plus, voire de dépenser beaucoup moins que ce qu'on pourrait faire. Sinon, on ne crée pas de richesse, on ne s'enrichit pas, et en fait, on n'avance pas. Il faut savoir que dans le monde, il y a des gens qui gagnent 10, 20, 30, 50 000 euros par mois, qui pourtant finissent ruinés. Et c'est sans aucun doute à cause de cette inflation du mode de vie qui fait qu'on a tendance à dépenser de plus en plus à chaque fois qu'on gagne. Si aujourd'hui tu gagnes 1500 euros et que tu es déjà capable d'épargner et de mettre de côté, imagine ce que tu seras capable de faire quand tu gagneras 2000, 3000, 4000 euros. C'est pour ça qu'il est important de se discipliner dès maintenant et de ne pas attendre l'année prochaine et des revenus futurs pour commencer à épargner. Maintenant qu'on a dit ça, comment réduire effectivement ces dépenses ? Déjà, on va commencer par regarder au niveau des dépenses fixes. Qu'est-ce que sont les dépenses fixes ? Ce sont les dépenses que tu as chaque mois, qui sont récurrentes et peu variables. Je vais te donner un exemple assez concret. Tu as le loyer par exemple, tes abonnements téléphoniques, tes abonnements internet, ton assurance ou tes assurances, ton crédit auto, etc. Tout ça font partie des dépenses qu'on appelle des dépenses fixes. Maintenant, le but ça va être de faire un bilan de toutes tes dépenses fixes. Tu dois être capable de voir ce que tu es obligé de dépenser chaque mois. Maintenant, dans ce que j'ai cité, par exemple l'abonnement internet ou bien les assurances, il est possible de renégocier ces contrats annuellement ou encore de changer par exemple d'opérateur ou d'assureur. Souvent, tu trouveras sur le marché des offres plus attrayantes que ce que tu as actuellement. C'est normal, la plupart des entreprises cherchent à acquérir des nouveaux clients. Donc tu peux jouer là-dessus pour faire baisser tes dépenses fixes. Dans les dépenses fixes, tu auras aussi la nourriture. Ce que je t'invite et ce que je t'encourage à faire absolument, c'est faire du batch cooking ou tout simplement à cuisiner maison. Je t'invite à éviter donc d'aller au restaurant ou commander à manger trop souvent. Ça a un poids énorme sur notre budget et en plus cuisiner maison c'est beaucoup plus sain. Pour moi c'est quelque chose de fondamental et de très important et j'y reviendrai dans des prochaines vidéos. C'est important non seulement pour ton budget mais aussi pour ta santé. Alors on peut évidemment regarder pour réduire ses dépenses fixes. On peut vivre dans un logement plus petit que ce qu'on pourrait se permettre, ce qui va réduire notre loyer. On peut avoir un abonnement chez Free plutôt que chez Orange. Pourtant il faut être honnête, la marge que l'on a sur les frais fixes elle est assez mince. Ces frais fixes sont pour la plupart du temps subis, on peut difficilement aller plus bas que ce qu'on a actuellement.
Là où on va avoir un peu plus de marge de manœuvre, c'est dans les dépenses un peu plaisir. Qu'est-ce que les dépenses plaisir? Ça va être les restaurants, les cafés quotidiens que l'on prend chez Starbucks ou encore les vêtements que l'on s'achète soit en ligne, soit en magasin. En fait, il y a tout un tas de dépenses qui peuvent rentrer dans les dépenses plaisir. Ça peut être les vacances, ça peut être la voiture. Donc ces dépenses plaisir, elles vont être utiles dans une certaine mesure. Pourtant, on va avoir tendance à les augmenter au fur et à mesure du temps. Par exemple, si notre salaire augmente année après année. C'est dans ces dépenses qu'il va falloir tailler pour pouvoir épargner et investir. Je préconise de regarder son compte courant tous les jours ou alors d'avoir une alerte. Par exemple, l'appli Banking permet d'avoir une alerte quotidienne sur le solde restant sur son compte courant. Donc il faut regarder son compte courant tous les jours ou à minima à chaque fois que l'on fait une dépense. Cela permet de savoir où on en est à peu près dans nos finances et dans notre budget du mois. Cela permet de ne pas commettre d'impair et de dépasser son budget mensuel. Il faut aussi être conscient d'une chose, c'est que 10 € aujourd'hui, ça peut potentiellement valoir 50 € dans 20 ans si ces 10 € sont correctement investis. Donc pour chaque chose qui peut être parfois une petite dépense, typiquement un café, si on prend un café tous les jours avant d'aller au travail, eh bien on va dépenser 10 € par 10 € par 10 €, peut-être moins en l'occurrence pour le café, et ces sous qu'on aura mis, qu'on aura dépensés et consommés, ça fera de l'argent en moins sur nos comptes épargne ou sur notre PEA dans 20 ans. Il faut juste être conscient que chaque euro compte. Avant de faire tout achat qui peut paraître un peu superflu, typiquement le dernier iPhone ou des vêtements, alors que tu possèdes probablement déjà une armoire remplie de vêtements, eh bien je t'invite peut-être à réfléchir 30 jours à chaque fois à ces achats pour savoir s'ils sont vraiment utiles. La règle des 30 jours, elle est aussi utile pour savoir si on a vraiment envie et besoin de quelque chose. Donc si tu as envie aujourd'hui de te commander quelque chose sur Internet, attends 30 jours de voir si dans 30 jours, tu auras effectivement toujours envie de te commander cette chose. Si tu as toujours envie, eh bien, c'est que tu dois commander cette chose, ou du moins tu peux commander cette chose, ça paraît logique. Si tu n'en as plus envie, eh bien, tu pourras passer à autre chose. Maintenant qu'on a dit tout ça, il va être aussi très important de se créer un budget mensuel basé sur nos dépenses fixes en se laissant un petit variable qui nous permettra donc d'avoir ces dépenses plaisir et si possible éviter qu'elles soient trop superflues. Et dans ce budget, on va évidemment allouer une grande partie à l'investissement et à l'épargne. Bien sûr, je dis une grande partie, mais ça va forcément varier en fonction de tes revenus. Si tes revenus sont de 1000 ou 1500 € par mois, ça va être beaucoup plus dur d'épargner et de mettre de côté et d'investir que si tu gagnes 2000 ou 3000 €. Dans ce budget, tu n'oublieras pas d'inclure les vacances. Je sais que c'est une erreur assez courante et on en a déjà parlé juste avant, mais il ne faut pas inclure les vacances dans ton budget épargne parce que finalement, c'est pas de l'épargne, c'est l'argent que tu vas dépenser plus tard. Donc dans ton budget, il faudra que tu provisionnes un montant qui sera différent de celui que tu investis ou que tu mets de côté réellement. La deuxième étape pour s'enrichir, c'est d'exploiter les revenus que l'on a déjà. Ça recoupe un peu ce que je disais précédemment avec la réduction des dépenses, et c'est finalement très lié. Une fois que tu auras budgétisé, que tu auras prévu donc un budget et que tu pourras allouer un excédent de ton budget à l'investissement ou à l'épargne, eh bien tu pourras exploiter tes revenus qui existent déjà pour les faire fructifier. Pour cela, je vais te donner un premier exemple, c'est de placer toutes les primes que tu reçois de ton employeur. Imaginons que tu aies fait ton budget pour vivre avec 2000 € par mois. Or, au mois de décembre, par exemple, tu reçois une prime de 1000 €. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette prime de 1000 €? Bien, je t'invite à ne pas la dépenser dans des choses un peu superflues. Je t'invite à placer cet argent, les 1000 € que tu as en plus, soit dans ton livret A, si ça peut t'aider à constituer une épargne de précaution par exemple, ou sur ton PEA ou un compte titre où tu pourras acheter par exemple des ETF. En fait, cet argent en plus que tu reçois, techniquement, il ne rentre pas dans ton budget. Donc, tu dois pouvoir être capable de l'investir et de le faire fructifier. Je trouve que c'est la bonne façon d'avancer que de se dire j'ai un budget sur 12 mois, même si je reçois une prime ou une rentrée d'argent un peu inattendue, eh bien je ne la fais pas rentrer dans mon budget, je la sors directement vers un compte épargne ou un compte comme le PEA, et dans ce cadre-là, elle rentre à aucun moment dans mon budget et je ne suis pas du tout tenté de la dépenser. Donc comment concrètement ça peut se faire? Eh bien tout simplement, tu reçois la prime, tu fais un virement instantanément vers ton PEA. Le PEA c'est pas mal parce qu'en plus t'es bloqué 5 ans, tu peux pas retirer l'argent, donc une fois que l'argent est dans le PEA, tu ne peux plus y toucher. Ensuite, si jamais tu as un comité d'entreprise, ça peut être super utile. Je sais par exemple qu'avec mon entreprise, je peux partir en vacances avec une réduction de 30% négociée par le CE de la boîte. Je sais aussi que j'ai droit à des chèques vacances et tout un panel d'offres assez diverses et variées dont il ne faut pas hésiter à profiter. Alors, je vais vous présenter très rapidement le PEE, ça fera l'objet d'une vidéo complète parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais le PEE, qui est donc le plan d'épargne entreprise, ça permet aux salariés de se constituer une épargne à moyen terme. Les employés peuvent notamment placer sur ce PEE leur prime de participation et d'intéressement, ce qui va généralement générer en fait
de l'abondement côté employeur, c'est-à-dire que l'employeur va lui aussi verser une certaine somme. Je vous donne un exemple classique, par exemple, vous versez votre prime de 1 000 € dans votre PEE et l'employeur va abonder 50% et va donc vous donner 500 € en plus qui seront donc versés dans le PEE. Ce PEE va être bloqué 5 ans, vous ne pourrez pas débloquer les fonds pendant 5 ans, mais vous avez un avantage fiscal à la sortie, c'est-à-dire que vous ne paierez que des prélèvements sociaux sur les plus-values éventuelles que vous allez faire, parce que bien souvent sur les PEE, il y a des fonds de placement en obligations ou même en actions. Donc vous allez générer du rendement sur ces primes, sur l'abondement que votre employeur a fait, et cela va donc vous permettre probablement de dégager une plus-value qui ne sera pas imposée en tant que telle. En fait, elle ne sera pas vraiment imposée, il y aura juste les prélèvements sociaux de 17,2%. C'est donc un sacré avantage offert par l'employeur qui est très très attractif et sur lequel il faut jouer le plus possible. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, comme je vous disais, vu que c'est vraiment un sujet à part entière. Lié au PEE, un peu dans le même style, il y a le PERCOL qui lui prépare plutôt la retraite. J'y reviendrai aussi, ce sera plus simple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des super enveloppes, que si l'abondement de l'employeur est important, il faut vraiment en profiter. Si votre employeur peut abonder 5 000 €, vous gênez pas, mettez le montant qu'il faut pour qu'il puisse abonder 5 000 €. C'est vraiment de l'argent gratuit, là il n'y a pas d'autre mot. Alors maintenant qu'on a fait le tour des avantages qui nous sont offerts par notre employeur, eh bien il va falloir se constituer soi-même des revenus passifs au travers d'investissements. Pour cette étape, il va être très important d'avoir déjà en amont prévu un montant dédié à l'investissement qui permettra donc d'acheter des actifs au travers des supports que l'on va voir juste après. Avant d'investir, quelque chose qui est essentiel, c'est d'avoir constitué son épargne de précaution. Donc l'épargne de précaution, c'est 3 à 6 mois de dépenses courantes ou bien 3 à 6 mois de salaire en fonction de son aversion au risque. Chacun est libre de choisir et le but c'est de bien dormir la nuit et aussi d'investir tout ce qui viendra en plus de ce matelas de sécurité. Donc si on choisit 6 mois de dépenses courantes, eh bien tout ce qui viendra dépasser ces 6 mois de dépenses courantes sur le livret A ou bien sur un LEP, eh bien on devra l'investir. Comme meilleure enveloppe pour investir, il y a déjà le PEA. Donc déjà il faut ouvrir un PEA, c'est très important, de préférence dans une banque en ligne comme Boursobank ou bien Fortuneo ou encore Trade Republic qui vient tout juste de sortir son PEA. Donc tu ouvres un PEA et tu investis sur des ETF, ceux de ton choix, ça peut être le S&P 500, ça peut être les MSCI World, ça peut être les marchés émergents ou ça peut être le CAC 40, ça peut varier en fonction de tes convictions profondes. Moi je t'invite surtout à aller sur du MSCI World parce que tu seras directement diversifié, que ce soit géographiquement ou en termes de secteur, et donc c'est l'idéal en fait, et c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple pour commencer. En plus tu vas pouvoir viser un rendement annualisé entre 7 et 8%, donc ça c'est simple, c'est passif, et c'est quelque chose que tu dois mettre en place le plus vite possible. Une fois que tu as mis en place déjà un PEA avec des virements automatiques vers ce PEA et des investissements que tu dois faire toi-même, parce que malheureusement on ne peut pas faire d'achat programmé d'ETF ou d'actions pour l'instant, et bien une fois que ça c'est fait, je t'invite à commencer à te diriger doucement vers les cryptos. La crypto idéale, c'est évidemment le Bitcoin, sur lequel tu peux lancer un petit DCA. Le DCA, c'est Dollar Cost Average. Ça veut tout simplement dire qu'on investit petit à petit, chaque mois, une somme régulièrement, et en fait, ça va venir lisser notre prix de revient tout simplement parce qu'on achète peu importe que ça baisse ou que ça descende. Donc si un mois ça monte et l'autre mois ça baisse, eh bien on peut se dire que avec notre DCA, vu qu'on a acheté les 2 mois, eh bien finalement on a acheté à un prix d'équilibre. Ce DCA sur le Bitcoin ou sur toute autre crypto-monnaie que tu jugeras valable, il ne doit pas dépasser en général 5 à 10% de ton patrimoine. Alors même si tu as une appétence pour ça, je t'invite à ne pas dépasser les 10%, ce qui est déjà énorme. Et je t'invite donc à ne pas allouer trop d'argent sur le Bitcoin ou sur les cryptos en général. Plus tard, tu pourras aussi investir par exemple dans des SCPI. J'ai mis SCPI, mais ça peut être tout autre instrument financier que tu jugeras utile au fur et à mesure qu'on les découvre ensemble dans ces vidéos. Donc l'exemple de la SCPI, c'est quoi? C'est de la pierre papier. Ça veut dire qu'on va acheter une part d'une société de gestion immobilière. Plus tard, cette SCPI va te payer des loyers, ce qui te permettra d'avoir un rendement et des revenus totalement passifs. Alors voilà, c'est tout pour cette partie sur les revenus existants et comment les exploiter au maximum. Évidemment, il y a plein de sujets qui se recoupent dans la chaîne et tu vas mieux comprendre au fur et à mesure. Si tu veux comprendre dès maintenant, je t'invite à faire des recherches et surtout à creuser les sujets. Tu vas voir, c'est quelque chose de passionnant et c'est hyper important de bien avoir en main ses finances personnelles. Le côté investissement en plus, si tu suis les bons tutos, tu verras que c'est relativement simple, passif et que ça prend très peu de temps chaque mois. Je t'invite à le faire le plus vite possible et à prendre conscience du fait que c'est super important. Une fois qu'on a optimisé ses dépenses, qu'on a créé un budget et que l'on s'y tient,
Une fois que l'on investit chaque mois après avoir constitué son épargne de précaution dans un PEA sur des ETF, eh bien on peut passer à la phase suivante qui va être le fait de développer des revenus complémentaires. Cette phase elle va être très importante et elle va nous amener doucement vers la transition que l'on veut amener dans notre vie. En général, cette transition, ça va être l'indépendance financière, le fait d'être digital nomade ou encore le fait d'être entrepreneur. En général, c'est lié avec le fait de quitter son travail. Une des premières étapes pour faire cela, c'est d'investir dans l'immobilier. Donc dans l'immobilier, la première chose qu'on peut faire, c'est de l'investissement locatif. Ça, c'est quelque chose que je vais recommander, même si ce n'est pas simple. Ça, malheureusement, il ne faudra pas que tu écoutes les gourous sur Internet qui disent qu'on peut être rentier immobilier en 2 ans ou 3 ans. L'immobilier, c'est beaucoup de travail, c'est aussi beaucoup de connaissances qu'il faut absolument avoir. On ne peut pas se lancer dans l'immobilier sans connaissances, mais avec l'immobilier, c'est possible d'accélérer la création de richesse et d'augmenter significativement son patrimoine. Je te donne un exemple. Actuellement, je suis en train d'acheter un appartement, un T5, dans lequel je mettrai 4 étudiants ou 4 jeunes actifs qui seront donc en colocation. Cet appartement coûte à peu près 200 000 euros et il va me rapporter environ 450 euros par chambre, sachant qu'il y a 4 chambres. Donc je te passe les calculs, mais en gros, ça me ferait 500 euros de cash flow, ce qui signifie à peu près 500 euros dans ma poche chaque mois de bénéfices. Et ça, c'est possible que grâce à l'immobilier. L'immobilier, c'est difficile, il faut être honnête. C'est dur de s'y plonger, c'est dur de s'investir assez pour pouvoir aboutir à un projet ou à des projets, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup en grande partie parce que tu vas pouvoir profiter de l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on va te prêter 200 000 euros, par exemple, dans mon cas, pour que je puisse acheter quelque chose pour me générer des revenus. Ça n'existe quasiment pas ailleurs. C'est-à-dire que aucune banque va te prêter 200 000 euros pour que tu puisses investir sur des ETF. Ça n'existe pas. Alors dans l'immobilier, il n'y a pas que l'investissement locatif, il y a aussi le fait de faire de l'achat-revente de biens. On appelle ça les marchands de biens. Donc imagine que tu achètes un appartement ou une maison à 100 000 euros, que tu fais 20 000 ou 30 000 euros de travaux, ça va lui donner une valeur vénale qui est supérieure à ce que tu auras acheté, si tu négocies bien sûr, plus les travaux. Donc imaginons que tu aies mis en tout 140 000 euros, j'inclus les frais de notaire pour être un peu plus précis. Eh bien tu pourras peut-être revendre cette maison au prix du marché à 160 000 euros si ta rénovation est bien faite et que tu as acheté toi ton bien en dessous du prix du marché. Donc ça c'est une stratégie qui marche très très bien, mais encore une fois, il faut quand même s'y connaître, il faut parfois être prêt à mettre la main à la pâte, comme on dit, avant d'avoir un ami ou des parents qui peuvent nous aider à faire les travaux par exemple. Ensuite, une autre stratégie qui est possible, c'est acheter une résidence principale et la rénover. Donc c'est un peu comme ce qu'on disait avant, sauf qu'on habite dedans, on la rénove petit à petit et dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, on la revend. Ça, c'est une stratégie un peu plus classique que la plupart des gens font finalement sans s'en rendre compte, mais elle est un peu moins pertinente si vous voulez maintenant parce que les taux d'intérêt sont relativement élevés à 3%. Donc si on met les intérêts dans la balance avec les frais de notaire par exemple, ça peut être assez compliqué de retrouver sa mise initiale. Avec les taux actuels, il est préférable de louer pendant 10 ans plutôt qu'acheter. Mais ça, c'est tout un débat et je pense qu'on y reviendra très vite dans une prochaine vidéo. Maintenant, pour développer des revenus complémentaires, tu peux aussi faire un side business ou bien un side job. Le principe, c'est simple, c'est de développer une activité, qu'elle soit salariée ou non, en plus de ton travail. Alors évidemment, ça va demander un investissement en termes de temps qui est considérable. Néanmoins, c'est la meilleure façon en fait de se dégager des revenus complémentaires, en plus de tout ce qu'on s'est déjà dit, pour pouvoir accéder à la liberté financière ou alors devenir digital nomade ou bien entrepreneur. En faisant les choses de cette manière, tu vas mettre le pied à l'étrier de façon progressive, ce qui va te permettre de développer des compétences au fur et à mesure et peut-être plus tard d'être prêt à quitter ton emploi. Alors les exemples sont évidemment très nombreux. Dans le salariat, on peut faire par exemple des cours particuliers en plus de son travail. On peut aussi faire de la restauration rapide. Ça, c'est le genre de travail qu'on peut trouver assez facilement. Ça va nous permettre de générer des revenus complémentaires qui, pourquoi pas, permettront d'investir encore plus chaque mois. Si on a déjà des compétences particulières, on peut être freelance, par exemple faire du graphisme ou du développement web, en plus de son job actuel. Ça pourrait être la base pour développer une activité future entrepreneuriale. Ensuite, on peut se mettre directement à l'entrepreneuriat en faisant par exemple des sites e-commerce ou bien du marketing digital. Cela requiert généralement des compétences techniques sur lesquelles il faudra que tu te formes au fur et à mesure. C'est pour ça que je disais au début de la vidéo que ce n'est pas une chose aisée de devenir indépendant financièrement ou entrepreneur ou digital nomade du jour au lendemain. Cela requiert forcément du temps, une construction petit à petit et de bonnes habitudes prises au quotidien pour se développer et se former. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé.